Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu de parcourir le Wizarding World créé par J.K. Rowling en abordant un nouveau sujet, celui du ministère de la magie britannique. Très tôt, lorsque J.K. Rowling a commencé à construire son œuvre, elle a voulu implanter dans son monde 3 structures. Une structure économique, une structure éducative et enfin une structure politique. La structure économique, on la découvre dès les toutes premières pages du livre. C'est évidemment Gringotts. Gringotts, qui est cette banque des sorciers, qui est en charge de gérer l'ensemble de l'argent du monde des sorciers et de produire à la fois la monnaie. On peut imaginer également de jouer le rôle, un peu comme toutes les banques centrales, de régulation des prix. Ensuite, le deuxième élément qui vient très rapidement aussi dans Harry Potter à l'école des sorciers, c'est la structure éducative, évidemment avec Poudlard, cette école des sorciers destinée à faire l'éducation des jeunes et jeunes sorcières du monde magique. Et enfin, dans Harry Potter à la Chambre des Secrets, J.K. Rowling a introduit la première structure politique de son Wizarding World en créant le ministère de la magie britannique. Alors, le ministère de la magie britannique, c'est quasiment un personnage à part entière sur l'ensemble de la saga littéraire. Peut-être un petit peu moins sur la saga cinématographique, mais on y reviendra. Quand J.K. Rowling fait rentrer le ministère de la magie britannique dans l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets, elle pose immédiatement les bases d'une relation tendue entre l'école de sorcellerie et le ministère de la magie. Il faut se rappeler que cette apparition dans Harry Potter et la Chambre des Secrets est liée justement à l'ouverture de cette même chambre et à l'impossibilité à laquelle doit faire face Albus Dumbledore, à la fois d'identifier l'auteur, mais également de refermer la chambre pour éviter de nouvelles victimes et de nouveaux morts dans cette affaire. Le ministère de la magie britannique met une pression énorme, alors on le voit par l'intermédiaire principalement de Lucius Malfoy, mais aussi du ministre de la magie Cornelius Fudge, qui apparaît pour la première fois, puisque cela ira jusqu'au renvoi provisoire d'Albus Dumbledore de Poudlard suite à une décision du conseil d'administration et du ministère de la magie. Donc on voit tout de suite que les tensions sont vraiment complexes entre d'un côté l'institution politique et de l'autre côté l'institution éducative. J.K. Rowling, en réalité, a voulu donner une place très forte à son ministère, puisque ce ministère est vraiment en charge de presque tout. On y reviendra un petit peu plus tard. Dans sa construction et dans les différents éléments qu'elle a pu mettre à la fois dans les livres, dans les films et également sur son encyclopédie en ligne Pottermore, elle parle beaucoup de sa création, de son organisation, des relations également avec le gouvernement britannique des Moldus, qui est d'ailleurs l'une des petites intrigues de la 6e saison, du 6e film et du 6e livre de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Et J.K. Rowling vraiment a toujours eu cette volonté de ne pas ignorer la question politique dans le monde des sorciers qui ne pouvait pas fonctionner uniquement en vase clos autour de Poudlard et des aventures de Harry. Et plus les aventures de Harry Potter vont avancer, plus le rôle du ministère de la magie va devenir important jusqu'à atteindre son paroxysme dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, où Cornelius Fudge, par peur, s'oppose à toute information qui viendrait accréditer le fait que Voldemort est bel et bien revenu. Et on assiste d'ailleurs à une reprise en main de la Gazette des Sorciers par Fudge dès la fin de Harry Potter et la Coupe de Feu, pour éviter que toute information qui viendrait mettre à mal son autorité de ministre de la magie ne puisse sortir dans une presse qui est évidemment très très lue par les sorciers. Ensuite, dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, puis Harry Potter et les Reliques de la Mort, la force du ministère va être un petit peu moins présente. Dans le 6, un petit peu plus, mais c'est vrai que très rapidement, on s'aperçoit que le ministère va un peu disparaître pour devenir un personnage presque très secondaire de la saga, même s'il passe sous le contrôle des Mange-Morts. Par contre, ça deviendra évidemment un lieu emblématique du 7e livre et du 7e film. Alors il faut savoir qu'il y a des experts juridiques qui se sont vraiment penchés sur la construction de cet univers-là et de cette structure politique. Certains d'entre vous auront peut-être lu, et sinon nous vous invitons à le faire, le livre qui s'appelle « Le droit dans la saga Harry Potter ». C'est un livre qui est paru aux éditions Henrich et qui va présenter, en fait, avec tout un tas d'experts et de professeurs en droit, différentes facettes du monde magique de J.K. Rowling, ramenées par rapport à ce que nous, on peut connaître dans le monde des Moldus. C'est vraiment un livre absolument exceptionnel, dans lequel vous allez pouvoir trouver tout un tas d'informations. Ils ont fait beaucoup de recherches pour Pottermore, dans les livres, dans les films, dans les interviews qui ont pu être celles également de J.K. Rowling, et à partir de ça, ils ont essayé d'imaginer quelles étaient les règles de fonctionnement du monde magique.
Donc ce livre vraiment est un livre à avoir dans toute collection, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et en plus, l'avantage, c'est que ce livre est abordable. Il n'est pas uniquement destiné aux étudiants en droit ou aux juristes. C'est un livre qu'on peut lire à partir d'un certain niveau et qui, franchement, se dévore assez rapidement. Et dans ce livre, vous avez Nicolas Rousseau, qui est un inspecteur des finances publiques en France et qui est le co-directeur de cet ouvrage, qui va justement disserter sur tout le fonctionnement et l'organisation du ministère, en notant effectivement que c'est un ministère qui est extrêmement puissant, qui va tout réguler, et tout réguler d'ailleurs sans véritablement qu'il y ait de contre-pouvoir à cette structure. On entend dire qu'il y a effectivement un parlement des sorciers qui existe au sein même du ministère de la magie, mais ce parlement en fait n'est pas véritablement doté de vrais pouvoirs, si ce n'est celui de nommer ou de dénommer le ministre de la magie en exercice. Mais sinon ensuite, on s'aperçoit que par l'organisation administrative du ministère de la magie britannique, que tous les pouvoirs sont concentrés en fait dans les mains de Cornelius Fudge et de ses successeurs. Que ce soit la justice avec le Magen Mago, que ce soit les transports magiques, que ce soit la régulation des créatures magiques, la protection du secret magique, la gestion des moldus, etc., partout, le ministère de la magie a son mot à dire. Il est vraiment omniprésent et c'est impossible de faire quoi que ce soit sans avoir à en référer au ministère de la magie. Alors évidemment, cette omniprésence, quand on est en temps de paix, ça va à peu près, ça tient, puisque c'est une organisation qui semble quand même millénaire, puisque l'apparition du ministère de la magie, selon J.K. Rowling, date de 1689, après l'institution du Code international du secret magique. Mais néanmoins, cette omniprésence, elle revêt un grand danger. Grand danger, pourquoi ? Parce quand on est dans une époque troublée, comme c'est le cas par exemple dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, ou dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, il est vrai que le ministère a tendance à se radicaliser, voire même à devenir une dictature. Quand Voldemort réussit à reprendre le contrôle du ministère de la magie dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on voit très bien tout de suite qu'il y a des changements énormes, et on y reviendra un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Le ministère de la magie devient un organe de propagation d'une idéologie qui est celle des Mange-Morts, qui est celle de Voldemort, qui est celle des Sangs Purs. Et c'est vrai que d'un coup, d'un seul, le ministère, avec tous ses pouvoirs, devient véritablement un élément gênant dans la poursuite des aventures de Harry et de ses amis. Si on passe sur la saga cinématographique, il est vrai qu'il a fallu se poser la question de comment créer un ministère qui est par essence un lieu institutionnel et qui ne ressemble pas à une entreprise ou à une école de sorcellerie. Là, il a vraiment fallu concevoir quelque chose de très différent de ce que l'on voit d'habitude, mais également avec un certain nombre de repères. Et ça a été la tâche énorme de Stuart Craig, aidé évidemment par toutes les consignes de J.K. Rowling, de créer en fait l'ensemble du ministère de la magie britannique tel qu'on peut le découvrir dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et qu'on pourra ensuite retrouver dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. En fait, Stuart Craig a fait très vite le choix de placer le ministère de la magie à un endroit très particulier dans Londres. C'est sous Whitehall. Whitehall, c'est la rue du pouvoir par excellence, où vous allez trouver le 10 Downing Street à immédiate proximité, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées britanniques. Vous allez trouver tout un tas d'institutions, de ministères, et également d'ailleurs même le Parlement britannique, Westminster, qui n'est pas très très loin de Whitehall. Et donc, Stuart Craig s'est dit, le ministère de la magie britannique, même s'il est en sous-sol, puisque par définition il est secret, il ne doit pas apparaître. Et en fait, pour s'inspirer des décors pour créer l'ensemble de cette nouvelle forme de magie un peu différente de ce que l'on voyait habituellement dans les précédents films, il a décidé en fait d'aller se balader dans le métro londonien, dans des parties qui ne sont plus utilisées aujourd'hui pour le public et qui sont d'ailleurs fermées au public, où en fait il a pu voir des magnifiques couloirs, mais également des escaliers colossaux construits à l'ère victorienne, avec des colonnades, etc., et qui sont vraiment absolument des joyaux architecturaux, et qu'il a voulu adapter et mettre dans le film, justement pour renforcer l'idée que le ministère de la magie a bien une identité londonienne. Et c'est vrai que quand on regarde le hall d'arrivée du ministère, avec l'ensemble de ses cheminées, l'ensemble de ces carreaux qui courent sur les murs, c'est vrai qu'on a l'impression un peu d'être dans le métro de Londres. Et ces décors, alors, en plus, ils vont changer au fur et à mesure de l'évolution politique du ministère. C'est vrai que on passe dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, quand Harry fait sa première découverte assez magique du ministère de la magie par cette entrée
lié à la cabine téléphonique et ensuite par l'aspect des toilettes un petit peu plus tard, on s'aperçoit tout de suite qu'il débarque dans un monde où effectivement il y a beaucoup de sorciers adultes et avec tout un tas de choses qui se passent autour de lui et également des décors qui sont absolument splendides avec cette fontaine de la fraternité magique qui représente la coopération entre les différents peuples du monde des sorciers. On se souvient des centaures mais également des moldus qui sont présents sur la statue. Mais là aussi, l'évolution va se faire, par exemple, quand le ministère va prendre une tournure un petit peu plus radicale. On le voit à la fin d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix avec cette immense photo de propagande de Cornelius Fudge qui sera détruite pendant la bataille entre Voldemort et Dumbledore. Mais ensuite, dans Harry Potter et la Relique de la Mort, c'est encore plus présent puisque là, vous avez carrément des chaînes de documents qui sont rédigés anti-Harry Potter. Vous allez avoir également un remplacement de cette fontaine de la fraternité magique par un monument qui est digne des monuments de l'URSS où on voit des sorciers surplombant et écrasant les moldus de leur toute-puissance et ceci illustrant évidemment très bien les thèses qui sont celles de Voldemort et de ses sbires. Stuart Craig a vraiment voulu faire en sorte que ce ministère ne soit pas un ministère, entre guillemets, qui ne bouge pas et coincé dans le temps et figé dans le temps. Ce ministère, il évolue en fonction des événements et en fonction de la situation politique et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Certaines parties des décors, d'ailleurs, sont visibles au Warner Bros. Studio Tour, même si on aimerait en voir franchement un petit peu plus, mais néanmoins, ça reste quand même déjà intéressant. Dans la saga des Animaux Fantastiques, on retourne au ministère. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pensé à plein de petits détails. Par exemple, il y a un changement de logo. C'est vrai qu'entre les Animaux Fantastiques et Harry Potter, on n'est pas exactement à la même époque, puisqu'on est à 80 ans à peu près de distance, globalement. Et donc, Minalima, les directeurs artistiques et qui conçoivent en fait tout le graphisme de la saga, ont changé le logo un peu à la manière dont ils ont changé également la Gazette des Sorciers. On y reviendra dans une prochaine vidéo pour justement coller un petit peu plus au temps de l'époque. Alors, dans ce ministère, on sent bien que le climat est toujours aussi pesant et toujours compliqué. Nous sommes en période de guerre, puisque là, c'est la guerre contre Grindelwald qui commence et qui en est à ses balbutiements. Et on voit bien que le ministère, là aussi, veut avoir une certaine forme d'autorité sur tout ce qui peut le dépasser. Et on le voit bien vis-à-vis à la fois de Norbert Bargono, mais surtout vis-à-vis d'Albus Dumbledore, à qui il n'hésite pas à jeter un sortilège pour vérifier ses faits et gestes, et en étant certain qu'il ne va pas jouer contre les autorités du ministère. Ce sortilège sera levé évidemment à la fin du film. Mais néanmoins, c'est vraiment quelque chose qui est très prenant, c'est cette tension permanente autour de Dumbledore et à mon avis, on n'a pas tout à fait fini d'en entendre parler et on pense véritablement que dans les Animaux Fantastiques 3 et dans les suites qui verront le jour, qu'on entendra à nouveau parler de ces bisbilles entre Dumbledore et le ministère. Enfin, petit clin d'œil intéressant, c'est que lorsque Harry Potter se rend pour la première fois au ministère de la magie, en montant dans l'ascenseur avec Arthur Weasley, il constate qu'il y a des notes de service en fait qui volent dans l'ascenseur. Et là, Arthur Weasley, vous vous en souvenez très certainement, lui dit que effectivement ils sont passés aux notes de service parce que les hiboux faisaient trop de cochonneries. Et la séquence d'ouverture juste après l'évasion de Grindelwald du Makusa, c'est justement un hibou qui vient salir une fenêtre nettoyée par un elfe de maison, et ça c'était un petit clin d'œil vraiment agréable pour la saga. Voilà ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve samedi prochain pour la nouvelle étape de la préparation de votre voyage au Wizarding World. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt.